Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver en ce milieu de semaine. 2002-2022, cela fait 20 ans maintenant que les francs ont laissé place aux euros dans nos porte-monnaies. Qu'est-ce que ça a changé concrètement? Notre pouvoir d'achat en a-t-il pris un coup? Nous vous avons posé la question et nous avons demandé aussi à un spécialiste du sujet quel était son point de vue. Et son constat est simple, il ne faut pas confondre l'arrivée de l'euro avec l'inflation. Et pour clore ce dossier, vous saurez tout sur l'histoire de l'euro monégasque et sa véritable valeur dans un reportage à suivre. Après un volet économique, un volet sportif avec l'arrivée de Philippe Clément, le nouvel entraîneur de la SMFC. Il sera avec nous dans quelques instants. Une première réaction à chaud dès son arrivée. Et enfin, nous reviendrons dans un reportage sur la raison du choix de ce nouveau coach et l'origine du départ de Niko Kovac à l'occasion d'une conférence de presse organisée par le club monégasque. Il y a 20 ans, nous rentrions dans la phase euro et nous disions adieu au franc. A-t-on dit adieu le même jour à notre pouvoir d'achat? C'est ce que pense une grande partie de la population. Plus de 3/4 des Français ont l'impression que le passage à l'euro a fait augmenter les prix selon un sondage. Vanessa Dessy est allée à votre rencontre pour vous demander si, à votre avis, nous avions perdu au change. Et voici les réponses. Je pense pas forcément, parce que c'était il y a maintenant 20 ans, donc je pense qu'il y a la vie et les salaires qui ont augmenté en conséquence. Ah, ça a augmenté les prix, oui, changer le cours de nos vies, je ne serais pas à même de vous dire, j'ai pas fait assez d'économies. Bon, en fait, on s'est habitué à l'euro. Ça a augmenté les prix, oui. Bah oui, forcément. Moi, je suis né pendant l'euro, donc j'ai pas fait trop attention à l'évolution. Je pense que ça a beaucoup augmenté. Ça a beaucoup augmenté par un exemple type, une baguette. Et disons qu'en euros, les salaires n'ont peut-être pas suivi l'augmentation des prix et ça, j'avoue que la situation me paraît difficile pour beaucoup plus de gens qu'avant. Ils ont converti un franc en euros, donc on a perdu le change, en fait, l'équivalent du change quasiment. On est au franc avant avec Aimé Pascal, donc on peut tout faire, mais aujourd'hui, donc avec 100 euros, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Avec 100 euros, on ne peut plus rien faire. Est-ce une impression? Est-ce une réalité? Pour nous éclairer à ce sujet, nous sommes avec un spécialiste de la question, Nicolas Gottsman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef économiste de la Financière de la Cité, autrement dit, l'interlocuteur parfait pour cette interview, pour répondre au micro-trottoir là, que l'on vient de voir. Lorsque l'on écoute comme ça la Vox Populi, on a l'impression que tout a augmenté avec le passage de l'euro. Est-ce que c'est dans l'imaginaire collectif ou est-ce une réalité? La première chose, c'est que l'euro existe depuis 1999. Donc, la première chose, c'est que l'inflation a été faible depuis lors, c'est-à-dire en moyenne, en gros, 1,7% par an depuis ce moment-là. Et par contre, sur 23 ans, 1,7%, ça fait quand même un chiffre assez conséquent, c'est-à-dire qu'en gros, les prix ont augmenté de 50% depuis l'avènement de l'euro. Mais par contre, si je compare avec ce qui s'est passé précédemment, c'est la période entre 99 et aujourd'hui, il y a 23 ans. Si je prends les 23 années précédentes pour la France, les prix ont augmenté de 200% dans cette période. Ça veut dire que l'inflation a été 4 fois inférieure lors de ces 23 années par rapport aux 23 années précédentes. Il ne faut pas confondre le passage de l'euro avec l'inflation traditionnelle, c'est bien ça? C'est cela. Et puis, en fait, de toute façon, l'euro en lui-même, en fait, ce n'est qu'un véhicule. En fait, l'euro est une monnaie, c'est un véhicule et le véhicule d'une politique. Et la politique, c'est celle qui est menée par la Banque centrale européenne. Donc, si jamais, effectivement, il y avait des griefs à avoir contre l'euro, c'est plutôt par rapport à la politique monétaire européenne qu'on devrait les avoir et non pas vis-à-vis de la monnaie unique en tant que telle. Et comment vous expliquez cette impression générale que tout a augmenté avec le passage de l'euro? Souvent, on s'est fait avoir depuis qu'on est à l'euro. Comment vous expliquez ça? Je pense que le facteur principal, c'est le facteur immobilier. C'est que les prix de l'immobilier ont évolué de façon très importante depuis exactement ce moment-là, depuis on va dire 99. Et ce qui est assez paradoxal en fait là-dedans, c'est que dans le calcul de l'inflation, en fait, la BCE, les autorités européennes ne prennent pas en compte l'immobilier parce que c'est considéré comme un investissement. Or, l'inflation est un indice des prix à la consommation. Donc, il y a une différence qui est faite entre les deux. Et donc, on ne prend pas en compte les prix de l'immobilier par rapport à ça. Or, ça correspond quand même à peu près à 30% des dépenses des ménages. Et donc, évidemment que les ménages sont confrontés à cette hausse de l'immobilier qui est assez importante pour eux et qui est vraiment un problème au niveau du pouvoir d'achat, mais ce n'est pas pris en compte par les autorités.
Or, justement, en fait, cette hausse de l'immobilier, elle a été causée principalement par la baisse des taux d'intérêt. Et donc, qui effectivement grève en partie le pouvoir d'achat de ceux qui n'ont pas encore acheté, par contre, qui permet évidemment un enrichissement de ceux qui ont déjà acheté. Alors ça, c'est pour l'immobilier, mais on n'achète pas un appartement ou une maison tous les jours. Est-ce qu'il y a des exemples de produits quotidiens qui ont augmenté vraiment de façon significative avec l'euro ? L'indice des prix est un indice agrégé, c'est-à-dire qu'on va prendre l'ensemble des objets qui sont achetés par les Français et on va faire une moyenne pour obtenir évidemment le chiffre en gros souhaité qui est à peu près 2%. Par contre, il y a d'énormes disparités dans ces chiffres-là. On a notamment tout ce qui est les biens manufacturés, donc tous les biens en gros qui sont souvent en provenance de Chine ou de pays émergents, dont les prix ont considérablement baissé, on va dire, sur les 20 dernières années, notamment je pense à les télévisions ou ce genre de choses, où là on a vraiment des baisses de prix assez conséquentes. Mais évidemment, face à cela, on a des prix qui ont été très fortement revus à la hausse. Je pense le prix des restaurants, le prix des biens, les prix alimentaires qui, eux, ont par contre parfois augmenté très fortement. Est-ce que le pouvoir d'achat a augmenté de la même façon que certains produits ont augmenté également? À titre d'information, si je ne me trompe pas, le SMIC a augmenté de 25% entre 2002 et 2022. C'est peut-être de là que vient justement, je pense, l'agacement, ou on va dire la défiance qui peut exister par rapport à l'euro. C'est que finalement, on a eu une inflation qui a été relativement faible, mais par contre, on a eu une croissance qui a été faible aussi. Et ça, c'est vraiment une problématique par rapport aux décennies précédentes, que le pouvoir d'achat des gens n'a pas augmenté, non pas à cause des prix de l'inflation, à cause de l'inflation, mais justement parce que leur niveau de revenu baissait, ou en tout cas ne progressait pas suffisamment. Et l'objectif final de tout cela, je l'espère en tout cas, ça va être d'avoir une situation où on revienne à une situation de plein emploi, ce qu'on n'a pas encore vraiment connu en zone euro, et qui permettra enfin elle-même une progression des salaires, qui permettra également aux ménages de faire face à la situation et notamment à l'envolée des prix qu'on connaît depuis ces derniers mois. Nicolas Gottsman, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. On reste sur ce thème monétaire. Les euros monégasques ont toujours été l'objet de multiples spéculations dans le monde. Vanessa Dessier et Lionel Bernardi sont allés à la rencontre de spécialistes. Reportage. En 2001, à l'instar de tous les pays européens, la principauté a pu faire frapper sa monnaie de 1 centime à 2 € à l'effigie du prince Albert II. Initialement, il y a eu une spéculation européenne sur les pièces de circulation, parce que tout le monde cherchait les pièces de Monaco. Aujourd'hui, il y a encore d'intérêt, mais il n'y a plus de survalue sur les pièces, parce que 2 € qui n'ont frappé 2 millions, 1,5 million, 1,2 million, 1,3 million, il ne peut pas prendre des valeurs. C'est bien sûr la rareté qui fait la valeur d'une pièce. En 2007, la principauté a fait frapper une édition de 20 001 pièces de 2 € portant le visage de la princesse Grace. La 2 € de Grace Kelly est sortie en 2007, initialement au prix de 50 € avec le ticket au Grimaldi Forum, et aujourd'hui ça vaut au-delà de 3 000 €. Au-delà des pièces commémoratives, la pièce d'or est finalement le seul actif à prendre de la valeur quand tous les autres en perdent, l'assurance de posséder un actif tangible. Nous refermons ce dossier et nous vous retrouvons, Christina Thomel, pour un premier point sur l'actualité. Alors que le nombre de cas de contamination à la Covid ne cesse d'augmenter, quel est le bilan de la campagne de dépistage menée en principauté ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, depuis le 3 janvier, une campagne de dépistage sans précédent est menée en principauté pour permettre à un maximum de personnes de se tester après les congés de fin d'année afin de casser le plus vite possible les chaînes de contamination. 60 000 autotests ont donc été commandés et mis à la disposition des établissements scolaires, de l'administration monégasque pour tous ces services, ainsi qu'aux sociétés de Monaco pour leurs salariés. À ce stade, pour le milieu scolaire, 4 946 tests ont été réalisés. 97 d'entre eux ont révélé un résultat positif à la Covid-19, dont 77 élèves et 20 membres des personnels scolaires. Pour l'administration publique, 4 480 autotests ont été livrés et le nombre de cas potentiellement positifs n'est pas connu. Le principe de responsabilité prévalant pour les personnes testées positives. Pour les salariés, pour l'heure, plus de 300 entreprises ont effectué une commande pour plus de 17 000 salariés. Sachez aussi que les particuliers qui souhaitent acquérir des autotests peuvent le faire facilement auprès des pharmacies de Monaco et dans les grandes surfaces.
En basket, le match de la 19e journée de la saison régulière en Euroleague entre l'Asvel et Monaco, qui devait initialement avoir lieu le vendredi 7 janvier, a été reporté. Effectivement, Fabien, l'Asvel a demandé ce report après que plusieurs membres de l'équipe aient été contrôlés positifs au Covid-19, ce qui la laisse sans le minimum de 8 joueurs aptes à jouer sur la feuille de match. Conformément au règlement spécial dû au Covid-19, chaque match peut être reprogrammé jusqu'à 3 fois en fonction des dates disponibles. L'Euroleague Basketball coordonnera avec les deux équipes les meilleures options pour reprogrammer la rencontre. La nouvelle date sera annoncée prochainement. En foot, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France s'est déroulé hier au soir. Monaco a Lens dans sa ligne de mire. Oui, les rencontres se dérouleront à la fin du mois, le week-end des 29 et 30 janvier. Les deux clubs amateurs qualifiés recevront des clubs professionnels. Toutes les autres rencontres mettront aux prises des clubs professionnels avec plusieurs chocs entre formations de Ligue 1. Et les Rouges et Blancs affronteront les Lensois, vainqueurs de Lille hier soir. Monaco se déplacera donc à Lens le 28 janvier prochain. Et s'il y a bien une personne qui s'est intéressée de près à ce tirage au sort, c'est le nouvel entraîneur de la SMFC. À peine arrivé à Monaco, il vient d'être présenté à la presse. Et nous sommes avec lui ce soir, Philippe Clément. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouvel entraîneur de l'AS Monaco. Alors première question, toute bête comme ça, toute simple. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça vous fait d'être le nouvel entraîneur de Monaco? Je suis très fier d'être ici. C'est un grand club dans un des plus grands championnats du monde. Pour ça, je suis très engagé et motivé pour gagner beaucoup de matchs ici. Et je veux que tous les gens, tous les supporters sont très contents avec le niveau de jeu, mais aussi avec le futur, avec tous les jeunes joueurs. Vous connaissez déjà l'équipe, là? Que pensez-vous de cette équipe de Monaco? Oui, c'était vraiment hectique les derniers jours. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour regarder beaucoup de matchs, mais j'ai vu déjà beaucoup de jeunes talents dans les moments que j'ai vus aussi dans ce match dans la Coupe. Je connais vraiment bien naturellement Crépin Diatta. Mais ouais, je suis très curieux avec tous les talents qui sont ici pour prouver beaucoup de bonnes choses. Alors habituellement, quand on reprend un club en milieu de saison comme ça, c'est souvent parce que le club est en mauvaise posture. Là, ça n'est pas forcément le cas. Vous êtes en huitième de Coupe de France, en huitième de finale de l'Euroleague, plutôt en haut du tableau en championnat de France, hein, vous êtes 6e. Est-ce que c'est un plus pour vous ou au contraire, ça rajoute une pression supplémentaire? Non, c'est un plus pour moi parce que je veux jouer beaucoup de matchs. Je veux gagner beaucoup de choses. Pour ça, il y a encore beaucoup d'objectifs pour tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez apporter à cette équipe? Quelles sont vos forces ou vos faiblesses en tant qu'entraîneur, selon vous? Oui, c'est un petit peu même style de projet que j'ai eu à Bruges, avec un grand club, avec nouvelle infrastructure, avec un nouveau team autour des joueurs, avec beaucoup de personnes qu'on doit aligner, avec un noyau avec beaucoup de jeunes joueurs et développer les jeunes joueurs. Comme ça, oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut comparer avec le job que j'ai fait à Bruges. Écoutez, on vous souhaite bonne chance avec cette équipe. Premier match pour vous ce dimanche à Nantes en championnat de France. Monaco 6e qui rencontre le 7e au classement. Philippe Clément, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Voilà les premières réactions du nouvel entraîneur de Monaco. Pourquoi ce choix-là de la part des dirigeants du club? Et surtout, pourquoi le départ de Niko Kovac dans une période qui n'était pas si catastrophique que ça? Les réponses dans ce reportage de Yannick Debever. Les résultats. Voilà pourquoi Niko Kovac n'est plus l'entraîneur de Monaco en 2022. Au-delà d'un parcours européen sur lequel il n'y a rien à redire, qualifié pour les huitièmes de finale d'Europa League, c'est bien la position des Monégasques en Ligue 1 qui faisait grimacer les dirigeants rouges et blancs. 6e, à 3 points du podium, certes, mais à 17 unités du Paris Saint-Germain. We didn't once enter the top 5 of Ligue 1 in the first half season, and this was never our ambition or intention. And at this point, we feel we need to increase our capacity of our team, around the team,
our exposure to making us better and fulfilling our potential, and also increase our capacity of results from day one to the end of the season in Liga 1. You know, we have a slogan that we're trying to build to be again the rival to the expected, and at this point we're far away. Philippe Clément devra donc construire pour redevenir le principal rival du PSG. Le Belge n'en est qu'à l'aube de sa carrière d'entraîneur, alors pourquoi lui? En partie parce que ces 3 dernières années, il a remporté le championnat belge avec Genk d'abord, puis Bruges, ce qui fait du Flamand le meilleur coach de Belgique. Son style de jeu est audacieux, attractif et surtout, il fait confiance aux jeunes. We feel he's the perfect fit to move us to the next stage of our own development as AS Monaco and the new chapter. It has player development at the heart of its project, but it also has winning at its heart of its project as well, and the demands of that, and an ambition weekly, daily to set the right tempo and deliver the right results. Exploiter le plein potentiel de Monaco, voici donc le défi de Philippe Clément. Premier rendez-vous pour lui ce dimanche en Ligue 1 face au FC Nantes au stade de la Beaujoire. Nous vous retrouvons, Christinda. Vous voulez nous parler d'un spectacle pour le jeune public? Oui Fabien, le Théâtre des Muses présente J'ai peur du noir, joué en alternance avec le Royaume de Merlin. Le spectacle J'ai peur du noir est destiné aux enfants âgés de 1 an à 3 ans. Quel est donc ce drôle de bruit dans la rue et ces ombres mystérieuses? Pourquoi les jouets semblent s'animer quand je ferme les yeux? Tant de pensées liées à la peur du noir qui repousse l'heure du coucher de nombreux enfants. Alors entre magie, musique et ventriloquie, cette pièce donne l'occasion aux parents aussi de mieux appréhender les frayeurs nocturnes des tout-petits et permet aux enfants de découvrir l'univers théâtral dès leur plus jeune âge. J'ai peur du noir se jouera le mercredi 12, le samedi 15 et le dimanche 16 janvier au Théâtre des Muses donc. Et sinon à noter que le spectacle jeune public La Fée des chaussettes a été annulé pour le mois de janvier, mais il est reporté à la fin du mois de mars. Musique, Nina Attal sera au Grimaldi Forum demain soir. Oui, cette jeune prodige de la guitare qui trace sa route sur la scène blues-rock française et européenne sera l'invitée des Thursday Live Sessions au Grimaldi Forum ce jeudi à 20h30. Nina Attal présentera une douzaine de ses dernières compositions où elle évoque son road trip en Amérique. Et nous y serons pour enregistrer l'émission Backstage avec cette guitare héros dans un autre registre, l'Amicale des aînés, Fête les rois. Effectivement, les aînés monégasques du foyer Régnier 3 célébreront l'épiphanie de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h le lundi 10 janvier pour les noms commençant, attention, par les lettres A à G et le mardi 11 janvier pour les noms des lettres de H à Z. L'occasion chaque année pour les aînés de se réunir et de partager des moments conviviaux pour débuter la nouvelle année. Alors, regardons du côté du ciel, quel temps fera-t-il demain ? Jeudi, eh bien, le temps sera instable, partagé entre passages nuageux et averses. Quelques éclaircies tenteront de percer les nuages en cours d'après-midi. De la fraîcheur au programme, 3 degrés pour les minimales et 9 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h09. Demain, nous fêterons les Mélènes. Merci Christina. Les photos de fin de journal. Avant de se quitter, nous avons discuté avec le nouvel entraîneur de la SMFC. Eh bien, Philippe Clément a rencontré les joueurs dans la journée à la Turbie à l'occasion d'un entraînement avant le match de Ligue 1 à Nantes dimanche après-midi. Ce sont des photos signées Michael Alési. Ce journal est terminé. Je vous propose de retrouver Christophe Pacaud demain à 19h. À très bientôt. Au revoir.